Bonjour ou bonsoir. Nous allons avoir une petite discussion sur l'impôt général synthétique. Donc, l'impôt général synthétique, c'est le régime d'impôt qui entre dorénavant en vigueur à partir du 1er janvier 2025 et qui vient en remplacement de certains impôts qu'on avait l'habitude de payer auparavant. Donc, nous avons reçu plusieurs questions émanant des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui étaient un peu confus sur l'application de cet impôt et ne savaient pas quels sont les éléments qui entrent dans cet impôt et quelles sont les personnes qui sont assujetties à cet impôt. Donc, nous avons pris l'initiative d'extrait de la loi portant sur la fiscalité locale. Donc, c'est la loi de décembre 2024 portant sur la fiscalité locale. Nous avons pris l'initiative d'extraire le chapitre 3 qui parle de l'impôt général synthétique. Et nous allons voir ensemble ce que les articles disent, ce que la loi dit. Et là, au moment de répondre à vos questions, ou même vous saurez où nous avons pris nos références. Donc, comme je disais tantôt, nous avons extrait le chapitre 3 qui commence principalement à l'article C38 et qui parle de l'instauration de l'impôt général synthétique. Donc, l'article dit, il est institué un impôt général synthétique libérateur du paiement de la patente, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des bénéfices agricoles. Donc ici, le fisc nous informe que dorénavant, l'impôt général synthétique vient en remplacement de la patente, ce qui veut dire qu'on ne va plus payer la patente ou alors on ne va plus parler de la patente, on ne va plus parler, la taxe sur la valeur ajoutée, c'est autre chose, on ne va plus parler de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de BIC, bénéfices industriels et commerciaux, ou alors bénéfices agricoles. Donc, l'impôt sur ça, ces revenus vont toujours exister, mais c'est l'impôt sur ça qui ne serait plus calculé sous forme de l'IRPP. On va plutôt calculer l'impôt sur ces revenus sous forme de l'impôt général synthétique et non sous forme de l'IRPP. Donc, hormis ces impôts cités ici, nous avons par exemple la taxe sur le développement local, nous avons la taxe d'hygiène et de salubrité qui ne sont plus payées parce que ici, nous avons impôt général synthétique, c'est une synthèse des impôts qui étaient payés auparavant, donc on ne va plus payer ces impôts-là. Mais il y a d'autres impôts qui restent en vigueur parce que plusieurs personnes ont aussi compris que dès lors que je suis sous régime de l'impôt général synthétique, je ne paye plus aucun autre impôt. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, nous allons voir d'autres éléments qui sont toujours applicables les, à tous les entreprises ou alors à toutes les personnes physiques ou morales concernées. Donc, on dit, nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessous, les contribuables relevant du régime de l'impôt général synthétique demeurent passibles. Donc, c'est passible ou appliqué. C'est passible de taxes et redevances des services, contributions de licences,
retenue à la source des impôts et taxes, charges fiscales et patronales sur les personnes salariées. Donc, il y a des services qui ont des taxes directes qui doivent toujours continuer d'être payés. Il y a les entreprises qui exercent dans les domaines où il faut des licences. Les licences doivent toujours être payées. Il y a les, euh, il y a les situations où nous devons opérer les retenues à la source, telles que les précomptes sur loyer. Nous devons toujours continuer à opérer ces retenues à la source et payer à l'administration fiscale, ainsi que pour les entreprises qui ont des employés, ils doivent toujours calculer l'IRPP sur salaire et faire des retenues pour payer directement au fisc, ainsi que calculer les charges patronales qu'ils doivent aussi directement payer. Donc nous constatons ici que ce n'est pas tous les impôts qui ont été éliminés pour être synthétisés dans l'impôt général synthétique. Il y a d'autres impôts qui continuent à être en vigueur. Donc, pour continuer, les personnes physiques assujetties à l'impôt général synthétique demeurent astreintes à l'obligation déclarative annuelle prévue par l'article 74 du Code général des impôts. Donc, le fait de payer l'impôt général synthétique ne nous exempte pas d'établir notre DSF en fin d'année selon les conditions précisées dans l'article 74 du Code général des impôts. Donc, nous devons toujours et toujours établir nos DSF en fin d'année. Section 1, c'est concernant la loi concernant les personnes imposables sous régime d'impôt général synthétique. Donc, sont soumis au régime de l'impôt général synthétique les contribuables exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agro-pastorale ne relevant pas du régime du réel et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxe inférieur à 50 millions. Donc ici, on dit il y a des structures que systématiquement, à la création, sont classées sous régime du réel. Hormis ce cas, si vous êtes une entreprise industrielle, commerciale ou tous ceux qui sont cités ici et que votre chiffre d'affaires est inférieur, votre chiffre d'affaires hors taxe, bien sûr, est inférieur à 50 millions, vous tombez sous le régime de l'impôt général synthétique. Donc, la base de classification est le chiffre d'affaires annuel. Donc, les tarifs ici, auparavant, on devait parler des taux, mais ici, nous allons parler des tranches. L'impôt général synthétique est assis sur le chiffre d'affaires annuel hors taxe et est liquidé suivant les tarifs ci-après. Donc, nous avons les classes. Dorénavant, nous avons les classes. Auparavant, ici, vous avez vu que sur les impôts à ne pas payer, on n'a pas parlé de l'impôt libératoire, mais sachant que les commerçants qui relevaient du régime d'impôt libératoire ont un chiffre d'affaires de moins de 50 millions. Et puisque cette loi dit tous les commerçants avec un chiffre d'affaires moins de 50 millions, ça veut dire que les commerçants qui étaient d'abord, qui relevaient du régime d'impôt libératoire tombent aussi directement sous régime d'impôt général synthétique. Donc ici, nous avons la classe, nous avons la fourchette et puis nous avons le montant à payer. Ça, ce sont des montants annuels. Donc, si on parle de chiffre d'affaires inférieur à 500 000, on a dit inférieur, ce n'est pas vraiment clair si c'est de 0
à 500 000 ou bien c'est de 1 à 500 000. Donc, je le précise ici pour voir si c'est systématique. Pour cette fourchette, c'est systématique, au moins 20 000 par an, ou alors si on n'a pas du tout on n'a pas fait de chiffre d'affaires du tout, on ne va rien payer. Bon, il est conclu que c'est le minimum à payer. Donc, c'est un peu comme le minimum de perception. Donc, si le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000, nous allons payer 20 000. Ces 20 000, nous allons prendre les 20 000. Bon, vous allez mettre le chiffre d'affaires dans le système en ligne. C'est le chiffre d'affaires annuel que vous allez renseigner en ligne et systématiquement, quand vous allez cocher soit premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre ou quatrième trimestre, ça va diviser ce 20 000 fois 4. Donc, vous aurez à payer 5 000 par trimestre. Ainsi de suite, c'est le même raisonnement pour les autres classes et tranches. Donc, si votre chiffre d'affaires annuel hors taxe est supérieur à 500 000 et est égal ou supérieur à 500 000 et inférieur à 1 million, vous avez 30 000 à payer et vous allez diviser par 4 pour avoir le montant trimestriel à payer. Ainsi de suite, nous n'allons pas lire tout le tableau, mais c'est le même raisonnement. Si vous tombez par exemple à la classe 7, donc c'est supérieur, égal ou supérieur à 5 millions et inférieur à 10 millions, vous avez 300 000 francs, donc je pense 75 000 francs par trimestre à payer. Donc voilà à peu près les différentes tranches et les tarifs à payer. Donc, c'est jusqu'à 50 millions, c'est inférieur à 50 millions. Dès lors que votre chiffre d'affaires touche et atteint 50 millions, vous allez systématiquement passer au régime du réel. Donc, vous êtes passible au paiement de la patente et au paiement de l'impôt sur le revenu. Pour les assujettis du régime de l'impôt général synthétique soumis à l'obligation de tenue d'une comptabilité, les tarifs de l'impôt général synthétique visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont réduits de moitié en cas d'adhésion à un centre de gestion agréé. Donc déjà, il y a une fourchette au-delà de 10 millions. Donc à partir d'un chiffre d'affaires hors taxe de 10 millions, vous êtes obligé ou alors vous êtes tenu de, vous avez l'obligation de tenir une comptabilité selon le système minimal de trésorerie. Et dans ce cas, si vous avez cette obligation de tenir la comptabilité, donc si votre chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 10 millions et que vous faites partie d'un centre de gestion agréé, votre impôt dans la tranche où vous tombez serait divisé par 2. Donc, par exemple, si vous tombez à la classe 8, vous devez normalement payer 500 000. Mais si vous faites partie d'un centre de gestion agréé, votre impôt est divisé par 2, donc par an, vous allez donc payer 250 000. C'est l'explication de ce paragraphe. Donc, section 3 parle de la déclaration et de l'établissement de l'impôt général synthétique. Article 41, c'est tout contribuable assujetti à l'impôt général synthétique est tenu de souscrire au plus tard le 15 mars de chaque année au centre des impôts du lieu d'imposition sur un imprimé fourni par l'administration une déclaration détaillée des revenus dont il a disposé au cours de l'année fiscale écoulée. Il en est accusé réception. Donc, ceci ne remplace pas la DSF, sachant qu'à l'article 38, on a dit
les entreprises, les personnes, les contribuables assujettis à l'impôt général synthétique vont toujours respecter l'article 74 du Code général des impôts, dont l'établissement de la DSF. Ici, il y a une fiche qui serait mise à disposition des contribuables par l'administration fiscale où nous allons remplir tous les revenus que nous avons reçus au cours de l'année écoulée. Donc, ça va venir en support de la DSF. Mais là, on se concentre uniquement sur le revenu. On se concentre uniquement sur le revenu, donc sur les chiffres d'affaires. On n'a pas besoin de regarder les charges, ainsi de suite. Et vous allez faire, nous allons remplir ces fiches et déposer au niveau de centre d'impôt où nous sommes assignés compte reçu. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessous, l'impôt général synthétique est acquitté trimestriellement et dans les 15 jours suivant la fin de chaque trimestre à l'aide d'une déclaration électronique conforme au modèle prescrit par l'administration fiscale. Donc ici, on dit ça ne serait plus chaque fin du mois que nous allons déclarer les impôts, mais ça serait maintenant chaque fin de trimestre. Donc, pour, par exemple, le premier trimestre 2025 qui va du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, nous avons au plus tard le 15 avril pour payer, pour déclarer et éventuellement payer. Nous avons jusqu'au 15 avril pour le faire. Donc, au-delà de ça, il y a des sanctions qui s'appliquent. Et pour les mois, pour le trimestre 2, donc avril, mai, juin, nous avons au plus tard le 15 juillet pour le faire. En fait, j'ai préparé aussi un tableau qui montre les dates importantes. Nous allons voir ça plus tard. Lorsque la contribution, bien, lorsque le contribuable dispose de plusieurs établissements répartis sur le territoire de plusieurs centres des impôts, outre les déclarations trimestrielles à déposer auprès de chacun des dix centres, celui-ci souscrit obligatoirement auprès de ce centre des impôts du ressort de son principal établissement une déclaration récapitulative faisant ressortir son chiffre d'affaires par établissement. Donc, si par exemple, TIPAD Consortium a plusieurs établissements à Yaoundé et qui touchent plusieurs centres d'impôts, par exemple, nous sommes situés en Vongbi et puis il y a aussi peut-être qu'il y a un bureau au niveau d'Omnisport, il y a un autre bureau au niveau d'Olembe. Ça veut dire que TIPA doit d'abord faire des déclarations par établissement pour les différents centres et à la fin, puisque le siège de TIPA Consulting est en Vongbi, TIPA Consulting va faire une récapitulative des chiffres d'affaires de tous de ces établissements et déposer au niveau de centre divisionnaire d'impôts des Kounou. La déclaration récapitulative annuelle donne lieu, le cas échéant, à des régularisations. Ceci veut tout simplement dire que en début d'année, nous avons décidé que notre chiffre d'affaires estimatif pour l'année 2025 serait de 8 millions. Ce qui fait que ça nous ça nous met à la classe 7, par exemple, et que à la fin de l'année, après ces récapitulatifs à déposer à l'administration fiscale, on constate que le chiffre d'affaires est de 11 millions. Dans ce cas, un chiffre d'affaires à partir de 11 millions, c'est la classe 8. Donc, vous allez
avoir à effectuer des régularisations. Donc, ça peut aussi être que vous avez choisi un chiffre d'affaires entre 5 et 8 millions, entre 5 et moins de 10 millions qui tombait à la classe 7 et après vous constatez que votre chiffre d'affaires est moins de 5 millions, c'est entre 4 et 5 millions. Donc, à la classe 6, dans ce sens, vous aurez trop payé et toutes choses égales, restant égales par ailleurs, vous devez reporter ces soldes-là pour l'exercice suivant. Mais si vous avez payé moins d'impôts, vous devez vous acquitter du solde avant le 15 mars de l'année suivante, au plus tard le 15 mars de l'année suivante. L'impôt général synthétique est dû par établissement. C'est pour cela que quand vous allez partir en ligne, vous allez constater que sur la plateforme, il y a la possibilité de remplir plusieurs établissements sur la même fiche. Donc, vous n'avez pas besoin d'ouvrir plusieurs sessions. Vous pouvez remplir jusqu'à 5 sur la même fiche. Si vous avez jusqu'à 5 établissements, 4 établissements, vous avez la possibilité de remplir une fois avec les chiffres d'affaires respectifs et de soumettre. Dans le cas de l'exercice de plusieurs activités distinctes par le même contribuable, il est acquitté trimestriellement et dans les 15 jours, on va arriver, dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque trimestre à l'aide d'une déclaration électronique conforme au modèle prescrit par l'administration. Donc, le modèle est déjà en ligne. Après, vous allez partir en ligne où il y avait les déclarations synthétiques. Après les déclarations synthétiques, vous allez voir l'abréviation IGS, TVA et IS ou IR. Donc, vous allez voir, c'est impôt général synthétique, taxe sur la valeur ajoutée et euh, impôt sur les revenus. Donc, c'est là où vous allez partir et vous allez renseigner euh, les différents chiffres d'affaires et les différents impôts. Vous allez constater qu'il y a plusieurs rubriques là-bas. Et aussi, un autre constat que vous allez faire, c'est que dès lors que vous allez accéder à votre système, si vous relevez déjà, si vous êtes sous le régime de l'impôt général synthétique, ça va déjà automatiquement apparaître dans votre compte à l'accueil. Et en parenthèse, vous allez voir un chiffre. Si le chiffre c'est 1, ça veut dire que vous faites partie de la classe 1. Si le chiffre c'est 2, vous faites partie de la classe 2, ainsi de suite. Donc, ça va aller jusqu'à 10. Donc, systématiquement, le fisc a fait référence à votre passé, aux informations passées de votre entreprise pour vous classer. C'est ce qui a été fait. Et à un moment donné, presque tout le monde qui était dans les CDI sont basculés directement sous le système de l'impôt, le régime de l'impôt général synthétique. Donc, la section 4 parle des obligations des contribuables. Quelles sont nos obligations? Les contribuables relevant du régime de l'impôt général synthétique, même en cas d'exonération, sont soumis aux obligations d'immatriculation prévues par le livre des procédures fiscales. Donc, ils doivent toujours s'immatriculer, ils doivent toujours déclarer en ligne, même s'il faut déclarer zéro, il faut toujours déclarer. Parce que si vous ne le faites pas, votre système est bloqué. Si vous n'entrez pas dans le système est bloqué et que vous devez partir auprès de l'administration fiscale pour rendre votre système actif. Tout assujetti à l'impôt général synthétique est tenu de justifier sa régularité fiscale à toute réquisition des autorités compétentes par la présentation d'une attestation de conformité fiscale en cours de validité dont les autorités compétentes sont citées dans le manuel, dans le livre des procédures fiscales. Et ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas la mairie, c'est les agents des impôts.
Ce sont eux qui peuvent le faire. Et ici, un conseil, la validité de l'attestation de conformité fiscale est de 3 mois. Il requiert, ou alors elle, bon, le français n'est pas aussi facile pour nous les anglophones, elle requiert le paiement d'un timbre fiscal avant de l'imprimer. Donc, je vous conseillerais de les avoir après chaque 3 mois, dès que vous constatez que votre attestation de conformité fiscale est périmée, il est mieux dès que possible de le réimprimer encore. Ne pas attendre quand vous serez sous contrôle, parce que si vous êtes sous contrôle et que vous ne présentez pas ça directement, vous serez frappé d'amende. Vous savez que le système dérange souvent, le plus souvent beaucoup, et vous pouvez même vous pouvez avoir votre machine devant vous avec l'internet, mais vous n'avez pas la possibilité de le tirer. Et si vous n'avez pas la possibilité de l'éditer, on va dire que vous ne l'avez pas. Et si vous ne l'avez pas, les sanctions s'appliquent. Donc, au lieu de vous retrouver dans cette situation, ça serait mieux de payer après chaque 3 mois. Vous payez votre timbre fiscal et vous éditez, vous imprimez votre attestation de conformité fiscale. Les contribuables relevant du régime de l'impôt général synthétique justifiant d'un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 10 millions tiennent une comptabilité ou alors sont obligatoirement tenus ou alors sont tenus, bon, tiennent une comptabilité conformant au système minimal de trésorerie prévu par l'acte uniforme OHADA. Donc ici, on précise juste que si votre chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 10 millions, vous avez l'obligation de tenir la comptabilité. Ici, je ne vois pas le mot obligation, mais vous avez l'obligation parce qu'il y a une sanction pour la non-tenue des comptes. Il y a une sanction et la sanction n'est pas aisée, c'est lourd. Donc, il est très important de tenir votre comptabilité. Maintenant, on dit à partir de 10 millions, c'est le système minimal de trésorerie, c'est le minimum. Donc, moins de 10 millions, on n'a rien dit. Ça laisse lieu aux discussions. Parce que à quel moment, si je ne tiens pas la comptabilité, comment est-ce qu'on saura déjà même que mon chiffre d'affaires a dépassé les 10 millions? Donc, soyons prudents. Il serait plus prudent pour nous de tenir notre comptabilité et d'avoir les pièces justifs. Donc, il va falloir justifier que notre chiffre d'affaires n'atteint pas 10 millions. Et pour justifier que notre chiffre d'affaires n'atteint pas 10 millions, nous devons tenir une comptabilité. Nous devons tenir, parce que si on ne peut pas justifier, l'administration fiscale peut estimer, vu peut-être que les opérations qu'elle constate, ou alors vu les documents qu'elle a à sa disposition, peut estimer que votre chiffre d'affaires dépasse 10 millions et que vous deviez tenir une comptabilité et vous ne l'avez pas fait et vous êtes passible des sanctions. Bon, les éléments comptables prévus à l'alinéa 1 ci-dessous sont présentés à toute réquisition des services fiscaux. Ça veut dire que ce soit l'attestation de conformité fiscale, que ce soit votre comptabilité, les services fiscaux peuvent vous demander de prouver que vous avez tenu une comptabilité, de prouver que vous avez déclaré vos impôts, ainsi de suite. Vous devez avoir toutes ces preuves à vue. Donc, la section 5 parle des sanctions. Le non-règlement des sommes dues au titre de l'impôt général synthétique dans les délais prévus ci-dessous entraîne concomitamment la fermeture de l'établissement et une pénalité de 50%
du montant de l'impôt exigible. Ça veut dire que si on vient dans votre établissement, on constate que vous n'avez pas payé l'impôt, ou alors vous n'avez pas payé dans les délais, la pénalité est de 50%. Imaginez dans le cas où votre impôt à payer est de 100 000, vous allez vous retrouver en train de payer 150 000 francs. Voilà ce que ça veut dire. Si vous payez en retard, vous allez vous retrouver. Auparavant, si vous payez en retard, on dit vous allez payer 10% du montant de l'impôt que vous devez payer par mois et le maximum c'est 3 mois. Donc le maximum auparavant était de 30%. Mais maintenant, c'est directement 50% si vous ne l'avez pas fait dans les délais. Donc nous devons faire très attention. Il est préférable de payer ces 100 000 à temps que d'essayer de négocier après. Le défaut de présentation de l'attestation de conformité fiscale entraîne la fermeture de l'établissement. Il est en outre sanctionné par une amende fiscale de 25 000 francs. Donc ici, les sanctions sont doublées. Premièrement, quand on vient dans votre établissement et on vous demande de voir l'attestation de conformité fiscale et que vous ne l'avez pas, peut-être que c'est à ce moment que vous voulez partir dans votre ordinateur pour l'imprimer. La première des choses, c'est que on va d'abord calmement fermer votre établissement. Première sanction, vous allez perdre les clients, vous allez perdre une journée de travail ou 2 jours de travail et ça va avoir un impact sur votre chiffre d'affaires. Deuxièmement, vous allez payer 25 000. Les 25 000, si, ce n'est pas pour qu'on vous laisse, ce n'est pas où, ce n'est pas soit fermeture ou paiement de 25 000, non. C'est d'abord paiement de 25, c'est d'abord fermeture de l'établissement, plus paiement de 25 000. Et sachez que votre établissement serait ouvert uniquement quand vous aurez présenté l'attestation de conformité fiscale. Et vous savez que vous allez présenter cette attestation de conformité fiscale dans les bureaux, au bureau de l'administration fiscale. Et peut-être que même pour venir réouvrir votre établissement, vous allez devoir supplier, vous allez devoir peut-être que passer par derrière. On se comprend. Donc, au lieu de faire cela, ça serait mieux que vous vous conformez, vous imprimez votre attestation de conformité fiscale chaque 3 mois. Il y a les timbres fiscaux, il y a un timbre fiscal à payer en ligne pour l'édition de l'attestation de conformité fiscale ainsi que pour l'édition de l'attestation d'immatriculation. Donc, vous devez le faire chaque 3 mois. Les 1000 francs là, c'est rien par rapport à 25 000 et la fermeture. Et le transport, que quelqu'un va vous dire que non, pour venir déceler ça, il faut le transport, ainsi de suite. Donc, on se comprend. Toutefois, pour les marchandises, pour les marchands ambulants et les transporteurs, le défaut de justification de la régularité fiscale entraîne la saisie des biens meubles non périssables ou du véhicule et leur conservation à la fourrière municipale dans le respect des règles des procédures propres en la matière. Donc, si les marchands ambulants ou alors les transporteurs avec les véhicules ne présentent pas les transporteurs, si, est-ce que les taxis font partie? Pour moi, oui. Donc, si au moment de contrôle, ils ne présentent pas la preuve qu'ils sont en règle avec l'administration fiscale, donc c'est avec l'attestation de conformité fiscale, on va arracher les biens. Non périssables, s'il vous plaît. Donc, si quelqu'un vend ses oranges, ses pommes de France, là, ça serait vraiment difficile ou alors inhumain d'arracher ça et partir garder à la fourrière, ça va se gâter. Donc, on va perdre l'impôt qu'on cherchait, on va perdre les futurs impôts que la personne pouvait payer et on va aussi perdre la marchandise. Donc, ça serait un peu difficile.
l'administration fiscale est muette sur ça. Et on sait qu'au Cameroun, quand l'administration fiscale reste muette, ça donne lieu à des négociations qui ne sont pas normales. Donc, le défaut de la tenue d'une comptabilité par les contribuables relevant du régime de l'impôt général synthétique assujettis à cette obligation entraîne la fermeture de l'établissement. Il est en outre sanctionné par une amende fiscale d'1 million. Donc, si on arrive, on constate que vous ne tenez pas une comptabilité et que votre chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 10 millions et que vous n'avez pas tenu la comptabilité, premièrement, on va fermer votre structure. Et deuxièmement, on va vous demander de payer 1 million. On va vous demander de payer 1 million et que vous allez maintenant vous mettre en règle, mettre en place une comptabilité avant qu'on rouvre votre structure. Donc, il faut faire très attention. C'est mieux de le faire, de garder votre comptabilité parce qu'au moment où on va fermer votre structure, ça serait directement notifié sur votre système en ligne. Et ça serait difficile de partir négocier comme on a l'habitude de trop négocier. Ça serait vraiment difficile de négocier pour aller débloquer notre système en ligne. Donc, il est préférable de se conformer que d'essayer de corrompre après. Il est plus bon marché de se conformer que d'essayer de corrompre après. À bon entendeur. Lorsque pour un contribuable soumis à l'impôt général synthétique, des éléments positifs permettent de déterminer un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions, l'audit contribuable est soumis à la contribution des patentes et au régime du bénéfice réel d'imposition. Donc, si l'administration, c'est pour cela que je disais auparavant qu'il est très important, même si vous n'avez pas l'obligation de tenir une comptabilité, il est très important de tenir votre comptabilité parce que ici, le système d'imposition camerounaise d'abord est déclaratif. C'est moi, le contribuable, qui déclare ce que je dois payer. Mais l'administration fiscale se réserve le droit de contrôle. Ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent discuter ce que j'ai déclaré. Et c'est à moi, ce n'est pas à l'administration fiscale déjà, mais c'est à moi de prouver le contraire. Ce n'est pas la justice où c'est celui qui accuse qui apporte les preuves. Non, ici, l'administration fiscale peut te dire que je doute du montant que tu as déclaré et c'est toi qui dois justifier, c'est toi qui dois apporter les preuves de ce que toi tu as déclaré. Donc ici, l'article 48 dit, si l'administration fiscale a des éléments qui lui montrent que votre chiffre d'affaires pourrait être plus de 50 millions, donc ils vont systématiquement vous classer dans le régime du réel. Vous allez payer la patente et vous allez payer l'impôt sur les bénéfices. Bon, voilà à peu près ce que nous avons rassemblé. J'espère que le français n'a pas été trop cassé. On s'est seulement battu comme cela parce qu'on a reçu beaucoup de questions et nous étions dans l'obligation de répondre. Et c'est moi qui étais le plus disponible pour faire la vidéo directement. Sinon, les autres collègues francophones devaient le faire, mais c'est moi qui étais plus disponible pour faire parce qu'il y avait vraiment une urgence de faire cette vidéo. J'espère que le message quand même est passé et que certaines questions sont déjà répondues et nous sommes toujours disponibles pour répondre à d'autres questions ou clarifications ou pour vous assister dans votre déclaration et vous éviter de payer soit les pénalités, soit d'être dans le groupe de personnes qui vont vouloir corrompre. Donc, j'ai aussi ajouté le tableau de délai. Ce que j'ai présenté là, c'est un
copier-coller de la loi sur la fiscalité locale. Ce ne sont pas mes, mes écrits, c'est un copier-coller. L'explication, ce sont mes explications selon ma compréhension et selon la compréhension que nous avons eue après la session que nous avons eue avec l'administration fiscale. Les délais, ce sont des délais importants de la fiscalité. Nous avons impôt général synthétique. Les délais, c'est le 15 avril, le 15 juillet, le 15 octobre et enfin le 15 janvier. Donc, en principe, nous devons mettre janvier à la fin parce que on commence à payer. Pour janvier, février, mars, nous allons payer le 15 avril. Pour avril, mai, juin, nous allons payer le 15 juillet. Pour juillet, août, septembre, nous allons payer le 15 octobre. Pour octobre, novembre, décembre, nous allons payer le 15, nous allons déclarer le 15 janvier. Donc, l'impôt sur les bénéfices agricoles, c'est le 15 de chaque mois ou alors le 30 juin de chaque année. Donc, vous allez souscrire, soit payer au plus tard le 15 de chaque mois ou alors payer le 30 mois. Je vous suggérerais de payer chaque 15 du mois suivant pour que ce ne soit pas lourd à la fin. Impôt sur les bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux, c'est chaque 15 du mois ou alors le 30 juin de chaque année. C'est vous qui choisissez. Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, professions libérales. On a le 15 de chaque mois ou alors au plus tard le 30 juin de l'année, de chaque année. Oh là là. Il y a impôt sur les revenus des capitaux mobiles, les 15% plus 10% des CAC qui fait 16,5%. C'est le 15, ainsi de suite, c'est la même chanson. Et vous allez constater que les impôts qui ont les dates similaires du 15 août 30 juin, c'est les impôts qui entrent dans le revenu net catégorial de l'IRPP. Donc, vous allez constater, c'est tout ça là. Impôt sur le revenu foncier, non, si vous avez les revenus, si vous avez les revenus fonciers, un revenu foncier, ça veut dire que si vous avez votre terrain que vous mettez en location, par exemple pour la laverie ou pour une station pétrolière, ou alors vous avez un immeuble que vous louez, vous avez une mini-cité que vous louez, vous avez une partie de votre maison que vous louez et vous recevez des revenus, vous devez pour chaque fin du mois, au plus tard le 15 du mois qui suit, payer 15% du bénéfice sur ces revenus-là. Bon, il y a les façons de calculer la base imposable. Donc, impôt sur les traitements salaires et rente viagère, c'est 15, bon, ça fait partie des IRPP, donc même logique, 15 de chaque mois ou le 30 juin. La licence pour les contribuables opérant des activités qui requièrent la licence, c'est le 28 février de chaque année. On est quand même sûr qu'on ne pouvait pas dire que ça devait être le dernier jour de février, mais on ne sait pas quand est-ce. C'est le 29, donc on est quand même sûr que tous les févriers ont 28 jours au moins. Donc, précompte sur loyer, c'est le 15 de chaque mois. Précompte sur loyer, vous savez, si c'est un bail commercial, le redevable réel, ça reste le bailleur et le redevable légal, ça reste l'entreprise et c'est l'entreprise qui est arrêtée pour n'avoir pas payé cet impôt. Mais sachant que, parce que j'ai aussi eu une question par rapport à ça, où quelqu'un disait que moi j'ai déjà payé mes impôts, j'ai payé mes précomptes sur loyer, j'ai payé. Les précomptes sur loyer sont des impôts à payer, mais ce n'est pas votre impôt, c'est l'impôt du bailleur. Donc, vous devez souvent prêter attention à votre contrat au niveau des impôts et taxes.
Donc, dès lors qu'on va écrire dans votre contrat que tous les impôts et taxes sont à la charge du locataire, sachez que c'est vous qui allez payer, mais ce n'est pas votre impôt. Donc, dans les conditions où on devait déduire comment on appelle ça, les charges, les précomptes sur loyer ne sont pas les charges déductibles parce qu'en réalité, ce n'est pas une charge. Ce qui est une charge, c'est le loyer. Vous allez payer 1 million comme loyer. Vous allez enregistrer votre loyer, la dépense 1 million. Vous ne pouvez pas encore, en plus de ça, parce que c'est 1 million que vous allez payer au bailleur si vous n'avez pas clarifié ce problème de précompte. Donc, vous allez payer 1 million au bailleur et maintenant, si les précomptes sont à votre charge, vous allez payer les précomptes, mais vous ne pouvez pas déduire ces précomptes comme dépenses. Parce que si vous déduisez les précomptes comme dépenses, ça veut dire que au-delà de 1 million, au-delà de 1 million que vous avez payé, vous avez déduit déjà, vous allez encore déduire 150 000. Donc, au lieu de 1 million à déduire, vous allez vous retrouver en train de déduire une dépense de 1 500 000. Ce n'est pas acceptable. Donc, il y a aussi la taxe de séjour dans les établissements d'hébergement. C'est le 15 de chaque mois qu'on doit payer. Et ici, l'autre question était quel est le chiffre d'affaires à considérer? Quel est le chiffre d'affaires à considérer? Parce que ça, c'est la première année d'application de cette loi, de ce régime, d'entrée en vigueur de ce régime. Donc, il y a beaucoup de flou. Mais ici, nous allons conseiller que vous utilisez, vous partez sur la base de votre chiffre d'affaires de l'année passée, donc de 2024, et vous allez estimer maintenant si vous avez des contrats sur pour l'année 2025 qui va augmenter votre chiffre d'affaires, vous allez augmenter. Et si l'année passée, vous aviez des éléments exceptionnels qui ont gonflé votre chiffre d'affaires, vous pouvez les enlever dans la détermination du chiffre d'affaires que vous allez utiliser. Mais vous allez constater que l'administration fiscale en ligne a déjà essayé, à partir de votre historique, vous êtes classé déjà dans les différentes classes. Mais ce n'est pas figé. Les classes là, quand vous allez ouvrir votre session à l'accueil, vous allez voir impôt général synthétique. En parenthèse, on a mis un chiffre. Ça peut être 1, 2, 3, 4 ou jusqu'à 10. Donc, le chiffre là indique la classe dont l'administration fiscale pense que vous deviez être. Donc, vous allez aller au niveau de la déclaration, vous allez mettre votre vrai chiffre d'affaires. Donc, même si on vous met à la classe 2 et que votre chiffre d'affaires est entre 2,5 et 5 millions, s'il vous plaît, mettez entre 2,5 et 5 millions là, mettez le chiffre d'affaires réel. Ça ne sert à rien de mettre, parce que vous avez ouvert votre système, vous avez vu que on vous a classé à la classe 2. Vous voyez que c'est 30 000 par an. Vous mettez maintenant que non, mon chiffre d'affaires, c'est 999 000 ou bien 950 000. Là, ça vous permet de payer seulement 30 000 par an. À la fin de l'année, il y aura une régularisation et vous pouvez quitter. Si vous étiez en train de déclarer sur la base de la classe 2, vous pouvez quitter de la classe 2 à la classe 7. Imagine la différence. Donc, ça va faire 300 000 moins 30 000, ça fait, je pense que 275 000. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous allez vous retrouver en train de payer un montant supplémentaire de 275 000. Et en un coup, ça va peser. Pourtant, si dès le départ, vous avez déjà mis le bon, vous commencez déjà à diviser par 4, vous payez votre 75 000 par trimestre, ça serait moins lourd. Donc, le conseil que nous allons dire au niveau des TIPAD, il est plus moins coûteux, hein. Il est plus moins coûteux de se conformer, ou alors il est moins coûteux de se conformer que de payer les pénalités ou alors d'essayer de négocier. C'est mieux de se conformer. Donc, nous sommes là à votre disposition. Merci beaucoup. N'oubliez pas de commenter, poser vos questions, de partager et d'appuyer sur le pouce j'aime. Merci beaucoup.